Bonjour à tous, bienvenue à Connaissez-vous. Cette semaine, ma première question est: connaissez-vous Maxime Vallée? Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revenir avec une autre émission de Connaissez-vous et un nouvel invité qui, bon, malgré le tout début de le jeune âge de la série Connaissez-vous, mon invité d'aujourd'hui est également l'invité le plus jeune à ce jour. Il s'appelle Maxime Vallée. Bonjour Maxime. Bonjour Martin. Ça va bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à mon projet. Maxime, vous avez remarqué, il y a une petite voix, Maxime, parce que c'est un tout petit garçon. Hein? Maxime, tu mesures combien? Ça dépend des mètres à mesurer. C'est 1,60 m ou 1,61 m, tout dépend le mètre. Et là, dans la conversion des vieux, c'est quoi, 5 pieds 2, 5 pieds 3? 5 pieds 2 environ, je pense. Alors, mis à part ça, tu as quand même beaucoup quand même de vécu pour ton jeune âge. Hein, Oui, quand même. des expériences quand même d'études et puis de voyages. On va commencer par le tout début. Tu es né en 1994, donc si je fais le bon calcul. Oui, exactement. Et à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler? Ben, à la naissance, déjà, j'étais pas un bébé tout à fait normal. Ça a été long avant que les médecins comprennent ce qui arrive. J'avais 6 mois quand ils ont diagnostiqué le syndrome d'Alagille, un problème de foie. Anecdote vite comme ça, ma mère arrêtait pas de dire au docteur: c'est pas normal que mon enfant ait vomi tout le temps. Le médecin n'a jamais écouté jusqu'au jour où j'ai vomi dans la face. Ce jour-là, le docteur a changé d'idée et j'ai été transférée à Saint-Justin. Tu es né où, toi, Maxime? Valleyfield. À Valleyfield, OK. L'autre fois, c'était Jérôme de Saint-Jérôme. Là, c'est Maxime Vallée de Valleyfield. Bon, on a de la suite dans les idées. Drôle de don. Donc, OK. Donc, tu as été transféré à Sainte-Justine. Et là, ils ont diagnostiqué le syndrome d'Alagille. Ça, c'est tellement compliqué. C'est un problème de foie, comme j'ai déjà dit, et j'ai trop d'acidité dans le sang et un haut taux de cholestérol. Ça a entraîné que j'ai la peau très sèche. En permanence? En permanence, oui. Et ça a aussi causé une sténose pulmonaire, c'est un problème cardiaque que j'ai depuis que je suis née. OK. Et ça, est-ce que ça découle du problème de vision ou si c'est autre chose? La vision est venue par après. OK. C'est le foie qui a causé ma perte de vision à l'âge de 6 ans, 7 ans. Oh, OK. Donc, est-ce que tu te souviens d'avoir vu à 6 ans, 7 ans? Là? Est-ce que... Oui, j'ai encore OK. des souvenirs visuels, mais pas les visages. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais les visages, c'est ce que j'ai perdu. Mais je me souviens d'avoir vu, oui. OK. Et bon, je sais que la question peut être bête, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en gardes de souvenir au moment où est-ce que tu as perdu la vue d'un seul coup aussi? Non, pas tout à fait. Au mois de décembre, je pense que c'est 1999-2000, j'ai commencé à remarquer que ma vision baissait et ma famille aussi. Et à ce moment-là, on est allé chez l'ophtalmologiste, je pense que c'est ça le terme, où j'ai eu des lunettes. Mais au mois de mai, même avec mes lunettes, je voyais plus rien. Et une semaine après, j'étais totalement aveugle. OK, donc ça s'est fait très vite. Très vite. Et personne ne l'avait prévu. Là. C'est toi, ta famille qui s'en est aperçu en premier, puis... Oui, exactement. Et les médecins ne comprenaient pas pourquoi je perdais la vue. C'est assez récent qu'on comprend pourquoi j'ai perdu la vue. Ça date même pas plus de 5 ans, là. OK. On comprenait juste pas pourquoi Le lien entre la maladie et la perte de vue. Et je suis le premier, je ne pourrais pas dire au monde, mais au Canada, avec cette maladie-là, qui a perdu la vue. D'accord. Non. Donc, à 6-7 ans, tu avais commencé l'école? Oui. OK. J'étais en première année à l'école de mon quartier. OK. Et au mois de mai, j'ai tout perdu. Et mes parents ont décidé que j'irais à Jacques-Ouellette. Et m'ont fait recommencer mon primaire. Ta première année. C'est que tu as recommencé à Jacques-Ouellette.
comment c'était arrivé à Jacques Ouellette après un événement pareil? Toi, est-ce que tu considérais que c'était ta place ou est-ce que tu le comprenais? Mais je vais avouer que la première semaine à Jean-Collet, j'étais totalement perdue. Je débarquais dans un autre monde. Même si j'ai accepté très rapidement mon handicap, j'ai jamais piqué de crise. Quand je suis arrivée à Jean-Collet, c'est où c'est que je suis. À mon école, avant, mon frère et ma soeur étaient là. Oui, en plus. Ben, parce que tu as un frère et une sœur. Ma famille est très compliquée. J'ai une sœur plus une cousine qui a toujours été là, fait que c'est une grande sœur pour moi, un frère et deux demi-frères. OK. Mais, À cette époque-là, ouais, tu avais un frère et une sœur qui étaient à ton école. exactement. OK. Là, évidemment, eux autres n'étaient plus avec toi. Est-ce que tes parents restaient encore à Valleyfield dans ce temps-là? Oui, Donc, fallait que tu voyages Valleyfield, Longueuil. c'était 1h30 le matin, 1h30 le soir. Les premières semaines, j'y allais 2 à 3 jours d'école seulement. Parce qu'ils considéraient que c'était beaucoup Beaucoup de de trajet. voyagements, oui. Pour un enfant de 7 ans, c'est pas évident, tout seul en plus. Mais par la suite, c'est moi qui ai demandé à mes parents d'y aller à tous les jours. Ben, j'avais commencé à me faire des amis et je voulais sortir de la maison. OK. Donc, l'aspect social a fait en sorte que tu voulais voyager les 5 jours, aller à l'école le même nombre de jours, dans le fond, que tout le monde. Exactement. OK. Puis comment c'était l'apprentissage? Est-ce que ça a été difficile? Tu as appris le braille, j'imagine? Oui, Oui. j'étais pas le meilleur des élèves en braille, OK. mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Au même rythme que les autres. Il y en avait qui allaient plus vite, il y avait un petit peu moins vite que moi. Puis le reste de l'apprentissage des matières scolaires, est-ce que ça allait? Oui, Mhm. oui. Puis là, tu as fait, bon, tout ton primaire, tout ton secondaire à Jacques Ouellette. Oui, exactement. Et puis, si on regarde ça dans la globalité, est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Ça a été quoi un peu ton expérience globale? Oui, je suis même nostalgique par moment de Jacques Ouellette. C'est totalement différent de cette école que le cégep d'aujourd'hui. C'est vrai, parce que là, C'est... après, tu es allé au cégep, on va y revenir. Donc, oui, tu en gardes une nostalgie. Oui, grande nostalgie. Mhm. Et là, pendant l'adolescence, ben, vers secondaire 4 5 j'imagine, c'est là qu'on commence à penser un peu à ce qu'on va faire plus tard. Toi, tu as décidé d'aller au cégep. Comment que la décision s'est prise? Est-ce que ça semblait un gros obstacle pour toi ou si... Je voyais ça comme une montagne. Aller au cégep, là. Je savais pas quoi faire d'ailleurs, je sais toujours pas quoi faire plus tard. Là, tu es au cégep en quelle... Sciences humaines. Sciences humaines, Profil ok. individu. Mhm. Mais j'avais une amie qui était déjà allée au cégep. OK. Moi, j'ai pris plus de temps pour faire ma scolarité à Jacques-Ouellette. OK. Et par son expérience, je trouvais que son cégep semblait très bien. C'est pour ça que je me suis tournée vers cette école en particulier. Et j'ai pris le sciences humaines parce que je ne savais pas du tout où aller. Est-ce que c'était une amie non-voyante, ça, qui... Oui. Oui, OK. Ça t'a quand même guidé, ça t'a rassuré peut-être un peu. Oui. OK. Puis c'est ça, ça me faisait un filet de sécurité, tu sais, en cas de problème, et je peux help me de m'aider. Elle était encore là quand t'es arrivé ou tu veux dire... Malheureusement, non. OK. Elle venait de quitter quand je OK, suis arrivée. OK. Mais tu pouvais t'y référer au besoin. Tu pouvais Oui. OK. Et là, est-ce que tu te souviens de la première journée que tu es arrivé au cégep? Comment c'était? Bon, en tout cas, la première session, mettons. Première session, oui. C'était assez déstabilisant, je dois dire. Mais j'ai toujours eu des professeurs en or à cette école-là. Et j'ai jamais eu de problème vraiment. C'était tout le temps la première semaine. En fait, c'est tout le temps comme ça. C'est la première semaine à chaque session qui est plus difficile. Parce que tu sais pas quel genre de professeur tu vas avoir, ni quel genre d'ambiance tu vas avoir dans la classe. OK. Et puis moi, je suis allé au cégep en 1993. Tu n'étais pas encore né. Puis moi, je commençais le cégep. Et je suis allé au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, tu sais, il n'y avait pas vraiment de service
adapté. Et puis, c'était des professeurs, c'était des secrétaires qui enregistraient des fois mes textes sur des cassettes sur leur coin de table. Là, toi, tu vas au cégep, Rosemont. Oui, Et comment ça se passe, l'adaptation du matériel? Est-ce que ça l'a... au début, c'était pénible. Parce OK. qu'au moment où je suis arrivée, le responsable du service, je ne pourrais pas dire démissionner, il a pris sa retraite. OK. Fait qu'en plus, on changeait de système. Mais la personne qui l'a remplacé est vraiment exceptionnelle. Je ne pourrais jamais assez dire de compliments à son égard. Elle fait vraiment un bon travail. Il envoie par courriel les textes dans des fichiers Word. Il trouve des accompagnateurs qui t'aident à réviser, qui t'accompagnent à la classe, à l'extérieur s'il y a des problèmes. Les professeurs envoient à l'avance tout le matériel. Donc, c'était déstabilisant dans le fond parce qu'il y a eu comme un changement de responsable, puis qu'encore là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Oui, OK. et en plus, c'était pas la responsable en premier qui s'est occupée personnellement de l'adaptation. Elle supervisait, c'est comme la big boss. Mais après une session particulièrement pénible, où j'ai reçu tout mon matériel à la semaine 9-10, j'étais très en retard. Ça, on parle de la Euh, première session? non, même Non, pas. même pas? Je pense que c'était rendu à la troisième session. OK. Mais ça m'a vraiment mis dans le pétrin. Mais Céline, la personne, elle a perdu son emploi, je crois, ou elle a été transférée, puis elle-même a décidé de faire l'adaptation personnellement. Là. OK. Ça qu'il y a eu quand même quelques embûches, puis quelques... Oui, ça n'a pas été évident. En plus que le service a déménagé dans le cégep. Non, il y a comme tout eu en même temps. Là. Moi, je suis jamais allé. Est-ce que c'est gros comme cégep? Ben, Ça te c'est un paraît? petit cégep. OK. Comparé à d'autres, là, OK. c'est un petit cégep. OK. C'est pas minuscule, Non, non. mais c'est quand même petit. Il y a 5 étages pour 2 ailes. Non, une aile. Et il y a environ 6 ailes. C'est fait en cercle. OK. Puis là, maintenant, est-ce que tu arrives à te déplacer dans le cégep? Est-ce que c'est... Certains secteurs, pas du tout. OK. Premièrement, parce que j'ai pas eu de cours dans ce coin-là où c'est juste impossible. OK. Mais en général, oui. OK. Dans les endroits où tu as le plus à aller, ça va? Ça va très bien, oui. OK. Parce que dans la ville de Montréal, tu te promènes aussi. Là, tu es déménagé récemment à Tétroville. Oui, ça fait 1 mois et une semaine que j'ai déménagé tout seul dans mon appartement. Ben, Tout seul, oui. tout seul avec mon chat. Mhm. Mais avant, j'étais avec ma mère. Et relativement à Montréal, ça fait assez récemment. C'est depuis que je suis au cégep qu'on est à Montréal. OK. Ça veut dire que ça fait pas encore tout à fait 3 ans. Et j'ai appris graduellement à me promener dans le quartier, à prendre le métro, les autobus. Avant, tu étais encore à Valleyfield. Avant de t'en venir à Plus ou moins. Montréal. OK. J'étais en banlieue. OK. Mes parents se sont séparés à mes 15 ans, puis là, ça a été déménagement par-dessus déménagement. OK. Fait que Beaucoup d'action. Valleyfield, dans les alentours de Valleyfield, à un moment donné, j'étais proche de Belleuil, pendant un bref moment. Est-ce que c'était déstabilisant pour toi, tous ces déménagements? Est-ce que... Oui, mais pas du côté émotionnel, quoique par moment, oui, j'étais écœurée de déménager. C'est le fait que de tout le temps déménager, ça te repart tout le temps à zéro. T'as pas le temps d'apprendre ton environnement, de lier des contacts avec le monde du quartier. C'est plus ça le problème. OK. Et puis, là tu es au cégep et tu sais pas encore ce que tu veux faire plus tard. Mais tu as quand même une petite idée? Ou... Non. Non. Mais dans la psychologie, peut-être. Mhm. Quoique par moment, je pense à professeur au cégep. OK. Mais c'est. Je sais pas. Non, sincèrement, là. Là, tu me disais à micro fermé tantôt que tu prends des sessions allégées, tu sais, pour avoir moins Oui. de cours. 4 à 5. À chaque session, j'essaie d'avoir tout le temps 5 cours, mais il y a tout le temps un problème avec un de mes cours, enfin, je tombe toujours à 4. OK. Est-ce Ouais, c'est ça. est-ce que tu es quand même satisfait de ta réussite jusqu'à maintenant au point de vue collégial? Oui, Oui. sauf pour l'anglais. Je suis pas du tout, mais pas du tout Je bilingue. peux te comprendre, c'était ma matière faible. Ah.
Tu me disais aussi avant qu'on commence que tu as eu l'occasion de faire quelques voyages. Excusez-moi. Tu me disais, je pense, des voyages en bateau. Oui, j'ai fait une croisière avec ma famille, j'ai fait une croisière sur Saint-Laurent, je suis allée en France, je suis allée à Walt Disney quand j'avais 8 ans. Oui, j'ai fait quelques voyages. Tu te souviens de tous ces voyages-là? Pas la Floride. Ah oui, puis j'étais allée en Chine aussi pour un mois. C'est vrai. Mhm. Euh, En bateau, tu me disais, tu as fait une croisière avec ta famille et tu as fait une croisière aussi sur le Saint-Laurent. Ça, c'était Avec la fondation. avec la Fondation des Aveugles du Québec. Oui. Ça, c'était un projet qui visait à vous faire vivre une expérience. Particulière, oui, à se familiariser avec la voile, le bateau. Ce voyage-là sur l'eau était aussi une manière d'apprendre à faire des nœuds, à tirer la voile. On n'a juste pas été chanceux pour notre part. Oui, parce que tu me disais que il a fait trop beau, en réalité. C'est rare qu'on dit ça, mais oui, il a trop fait beau Il n'y avait pas de semaine-là. vent. Du tout. C'était gros soleil à tous les jours. Il y a eu du vent, là. On n'a pas juste fait du bateau à moteur, là. Mais sur 7 jours, je pense qu'il y a eu 2 journées où on a pu sortir la voile. Ça que c'est un peu. On aurait souhaité plus de vent, sans dire une tempête, là, mais on aurait souhaité plus de vent. Oui, Tu dis 2 jours, mais en tout, ça durait combien de temps? ça a duré. My God, ma mémoire fait défaut, mais je pense 6 à 7 jours C'est maximum. ça, plusieurs jours quand même consécutifs. Oui. Mhm. Puis ça que vous étiez toujours sur le bateau ou vous accostiez des fois? On accostait de temps en temps. OK. D'ailleurs, au premier jour, j'ai découvert une des plus belles plages de ma vie. Mhm. Je me suis baignée dans l'eau, mais c'était très froide. Mais sinon, il y a seulement eu une journée qu'on n'a pas du tout débarqué. Quand même, hein? Oui. Ça que vous faisiez, vous mangiez sur le bateau. Est-ce que c'est vous qui prépariez les repas? Comment ça? Et oui. Ah oui. On faisait la cuisine, on faisait le ménage. Puis vous étiez combien de personnes non-voyantes? Non-voyantes, oh boy, tu m'en demandes beaucoup. On était 7 à 8 jeunes. OK. Il y avait les membres de l'équipage qui étaient au nombre de 4, plus les moniteurs qui nous accompagnaient. En tout, on était 17 personnes. OK. Tu me disais que toi, tout ce qui les bateaux et tout ça, c'était pas une question. Quand on t'a proposé ça, tu étais partant. T'as toujours eu comme Oui, une espèce j'ai de... toujours adoré les bateaux. J'aime les films, d'ailleurs, sur les bateaux, les documentaires. J'ai toujours aimé ça. À part peut-être ramer, ça, c'est une activité que j'aime moins. Mais j'ai toujours adoré l'eau, les bateaux. Puis avant de faire cette expérience-là, tu disais que, bon, tu croyais pas avoir le mal de mer, mais tu l'as eu une fois. Une fois, une des rares journées où on a eu du vent. Au moment du repas, il ventait tellement fort que le bateau il basculait de gauche à droite, mais vraiment gros. Là. On devait se tenir là, pour marcher. Et tout en mangeant, j'avais l'impression d'être sur une balançoire. J'ai fait, ça me levait le cœur. OK. C'est la seule expérience où j'ai eu le mal de mer. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait une croisière aussi avec ma famille où il y a eu une tempête, une énorme tempête, au point qu'on n'avait pas le droit de sortir dehors. Plus le bateau est plus petit, plus c'est plus facile d'avoir le mal de mer. Ça, là, moi, je vais te dire une chose, là, puis je suis content que tu puisses nous en parler. Moi, je rêve d'en faire une croisière sur un gros bateau. Toi, tu l'as fait. Comment c'était? Est-ce que, ben là, tu étais avec ta famille, c'est sûr, tu n'étais pas lancé tout seul à toi-même là-dessus, là. Mais est-ce que ça te passionnait? Est-ce que tu avais... Oui, moi j'ai adoré. Les gros bateaux croisières, c'est comme être dans un hôtel sur l'eau. Tu ne sens pas les mouvements du bateau, sauf s'il y a une grosse tempête. Là. On s'entend, là. Ce qui a eu lieu. Oui, et une méchante tempête, oui. Puis c'est relativement facile, même pour se déplacer. Je me suis pas déplacée tout seul, mais hier, on aurait pu se déplacer tout seul avec un peu de journée pour s'adapter. Parce que les ascenseurs sont parlants sur les bateaux croisières. Même sur les rampes d'escalier, quand on montait et descendait, à tous les paliers, ça t'indiquait où est-ce que tu étais rendu. Ah oui. Oui. Je me souviens pas si les portes des chambres étaient identifiées par contre. OK. Mais probablement. OK, ça il y a comme quand même
une accessibilité, là. Oui, une certaine forme d'accessibilité. Est-ce que tu te souviens si c'était un gros bateau? Combien de passagers? Est-ce que... Passagers, non, je me souviens qu'il y avait 13 étages. Et ta boîte. Oui, c'était un énorme bateau. OK. Pas le plus gros du monde, mais c'était pas une chaloupe. Là. Le combien de jours c'était? Une semaine, là aussi. OK. On a eu une journée en mer seulement. Peu importe la croisière, tu vas toujours avoir une journée en mer. Parce qu'il fait tout le temps des lignes droites, puis quand tu reviens au port de départ, faut que tu refasses tout le chemin que tu as parcouru. OK. On est allé en Jamaïque, on a fait le Mexique, les îles Caïmans et Cozumel. Puis là, quand il y a eu la tempête, comment ça se passe quand il y a une tempête sur un bateau comme ça? Personnellement, j'ai eu aucun problème avec la tempête. Peut-être pas d'autres personnes. Encore là, il fallait se tenir parce que tout le monde était sous. Oh ouais, marcher dans les couloirs, c'était pratiquement impossible. Faut se tenir, pas le choix. Faut pas sortir. Ce que ma soeur et moi, on a su par après. En fait, non. C'est là que ma soeur le savait, mais pas moi. Parce qu'ils vendent très fort à l'extérieur. Parce que là, quoi, c'est l'équipage qui donne des consignes, qui vont dire vous ne pouvez pas sortir. Ça a l'air. Puis ils verrouillent les portes. OK. À ce point-là. OK. Nous autres, on est tombés sur ce port qui n'était pas encore verrouillé. Ben voilà. Puis on est sortis dehors pour aller aux arcades. Le vent, j'avais ma canne blanche avec moi, était à l'horizontale. Impossible de la garder à la verticale. Il ventait trop fort. Quand ma mère a su ça, elle nous a engueulé. Mais bon, j'ai dit, je le savais pas, moi. Je calme-moi pas. C'est ça. Mais ça ne t'en garde pas un souvenir traumatisant. Non, du tout. C'était beaucoup plus drôle que effrayant. Est-ce que tu as senti que certaines personnes paniquaient un peu ou... Non, du tout. Non. Puis là, après... Excusez-moi. Après, tout redevient à la normale. Oui, relativement. Me suis couché, puis le lendemain matin, le calme était revenu, il faisait gros soleil, le monde se faisait bronzer. Ah ben c'est super intéressant quand même comme expérience. Pas assez de vent sur un voyage, puis trop de vent sur l'autre. Et là, tu disais tantôt que ça fait quelques semaines que tu habites seul en appartement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu convoitais depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui se tramait, puis que tu disais que j'ai hâte d'habiter seul en appartement? Je crois que toute personne, à un moment donné, dans sa vie, se dit, j'en ai ma claque de mes parents, je veux mon indépendance, ma liberté. Puis, ça faisait longtemps que j'avais goût d'être seule, mais il y a vraiment peut-être 2 mois, j'ai vraiment eu comme une montée de lèvres, j'ai fait ça va faire, je veux vivre seule, puis j'ai pris les moyens pour le faire. Je suis pas encore à l'aise avec la cuisine, donc ma mère vient m'aider une fois par semaine, on va faire l'épicerie, on fait les repas ensemble. Mais je suis pas tout à fait incompétent. Là. Tout à l'heure, j'ai fait cuire mon jambon. Ben oui, tu faisais cuire ton jambon quand je suis arrivé, là, puis là, tu disais que tu allais le couper après après l'émission. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est ça. Tu es quand même capable de faire cuire des choses, de couper des choses. Oui, j'ai fait du ménage toute l'après-midi. Je suis pas encore à l'aise avec la mop, je l'ai jamais essayé. Mais passer la balayeuse, laver les miroirs, la table. Est-ce que c'est ça les gros défis? C'était ça pour toi les gros défis de vivre seul? Vivre seul, mon gros défi, c'était, et c'est encore, la cuisine. OK. Mais tu as de l'aide. J'ai de l'aide. Puis éventuellement, tu veux toujours en faire un peu plus, j'imagine? Oui, toujours. OK. Ben, c'est super intéressant quand même. C'est que dans le fond, ta vie progresse bien. Tu es quand même content d'où tu es rendu en ce moment. Oui. On va faire une petite pause, Maxime. Puis tantôt, tu parlais d'un voyage en Chine. Je pense que je sais pourquoi. Mais est-ce que tu es à l'aise de nous l'expliquer après la pause? Pas de problème. Bon, ben, on fait une pause. On revient tout de suite avec notre invité Maxime Vallée qui va nous raconter un autre voyage. Moi, je suis jaloux. Il en a fait plus que moi. Puis j'ai le double de son âge. Alors, tout de suite après la pause, on s'en parle. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces. Je vous rappelle qu'il est possible pour vous de nous écrire à notre adresse courriel qui est connaissez-vous
connaissez-vous-2017@gmail.com, CONNISSEZVOUS2017@gmail.com. Cette semaine, je vous fais l'annonce du tournoi de crib Bob Smith en équipe qui est organisé par l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS. Il se déroulera samedi le 13 mai 2017 au 1255 rue Beauregard à Longueuil. L'accueil se tiendra à 13 h, la fin du tournoi est à 21 h. Le coût est de 25 $ incluant le souper. D'ailleurs, vous allez avoir un choix de repas à faire lors de votre réservation. Et justement, pour faire votre réservation, pour avoir plus d'informations, si vous désirez devenir membre de l'ARS, vous pouvez communiquer avec M. Éric Bissonnette au 514-647-1898, 514-647-1898. Maintenant, je vous parle de notre invité de l'émission de la semaine prochaine, qui sera notre émission numéro 5, qui sera en ligne à partir du 31 mars. Il s'agit de M. Alexandre Fulvy, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui nous a offert une entrevue très intéressante. Je vous avais dit lors de notre premier rendez-vous que nous allions recevoir à l'occasion des personnes qui ne sont pas handicapées visuelles, mais qui en sont très proches. Alexandre travaille pour les handicapés visuels, c'est pour ça que je lui ai demandé de m'accorder une entrevue. Et je lui ai demandé quelle était sa perception des handicapés visuels depuis qu'il en fréquentait plus fréquemment. Donc, voici une partie de sa réponse. Les non-voyants que j'ai côtoyés un peu plus personnellement sont beaucoup engagés dans leur communauté. Ils n'ont pas peur de sortir, de faire des activités, de rencontrer des gens. Puis je dis ça parce que moi, personnellement, avoir un handicap comme la non-voyance, je pense que ça me bloquerait beaucoup. C'est quelque chose qui... je pense que c'est facile de se retrancher un peu sur soi-même dans des cas comme ça, plus rester à la maison, devenir craintif et tout. Donc moi, je n'ai que de l'admiration pour les gens que j'ai côtoyés, puis je vois à quel point ils sont actifs dans leur vie. Alors, pour l'intégrale de l'entrevue avec Alexandre Fulvy, je vous convie le vendredi 31 mars sur les différentes plateformes Facebook, YouTube, SoundCloud. Maintenant, de retour à notre invité de cette semaine. On est de retour avec Maxime Vallée. Et Maxime, tu nous as mis comme l'eau à la bouche, dans le fond, avec un voyage en Chine. Et la Chine, on s'entend que c'est pas à côté. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi le but de ce voyage-là? Et qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? Et tu nous disais même que vous avez appris une nouvelle pendant ce voyage-là, une nouvelle qui, on peut dire, qui a changé ta vie. Non, effectivement, c'est pas à côté, Martin. En tout et pour tout, ça nous a pris 24 heures se rendre là-bas. J'espère que tu n'as pas peur de prendre l'avion, parce que moi, j'ai peur de prendre l'avion. Je ne l'aurais jamais fait juste à cause de ça. Toi, non, mais oui et non. OK. Je suis mal à l'aise au décollage et à l'atterrissage. D'accord. Mais une fois dans les airs, j'ai aucun problème. OK. Puis pour se rendre en Chine, c'est 13 heures de vol de Toronto à Beijing, parce que c'est plus Pékin, le nom de la capitale. Ouais. Je suis allée pour faire des traitements de cellules souches qui injectent dans la colonne vertébrale pour régénérer mes nerfs optiques. D'accord. OK. Donc, c'est en Chine, ça dure combien de temps? Ça dure 1 mois. 1 mois. Ça fait que t'es 1 mois parti. Et là, vous avez des traitements, tu as des traitements à tous les jours? Comment ça fonctionne? Non, en fait, c'est 6 injections qu'ils font à tous les 4 jours. En réalité, tu restes 1 mois. Nous autres, on a pris la fuite. La fuite? Oh Okay. oui, carrément, là. OK, tu vas nous expliquer ça. Au 27e jour. OK. Non, on était juste tannés, ma mère et moi, d'être en Chine. Fait qu'on a devancé notre départ, tout simplement. Là. Est-ce que le traitement était terminé? Le traitement des injections, oui. OK. Mais les médecins auraient préféré que je reste encore un peu pour faire d'autres
C'est des stimulations qu'ils font. OK. Parce que part de la journée de l'injection, à tous les jours, tu as des exercices que tu fais dans une salle en dehors de l'hôpital. OK. C'est des électrochocs dans le visage, des exercices visuels dans mon corps et oui, des massages. D'accord. Donc, toi, c'était des injections directement dans la colonne vertébrale? Oui, ben oui puis non. Il commençait par une injection dans la main. OK, OK. Dans la main ou le bras, je m'en souviens plus. Non, je pense que c'était le bras. Mais après ça, c'était dans la colonne vertébrale. OK. Dans mon cas, ça s'est pas super bien passé. C'est vrai que tu as eu quelques pépins, hein? Oui. Dans le bras, ça s'est bien passé. Après la première injection dans la colonne vertébrale, j'ai commencé à avoir des symptômes. OK. La deuxième, je suis tombée vraiment malade. Est-ce que c'était des symptômes qui étaient prévisibles? Oui, ils les avaient prévus. OK. Même si c'est pas tout le monde qui réagisse, mais... Toi, tu les as eus. Puissance 10. Puissance 10, d'accord. Je m'alimentais plus. J'avais trop mal à la tête. Je me levais plus le matin. Fait que j'ai dû me faire brancher sur intraveineuse. Oh, Oui, à ce point-là. ça fait peur? Ouais, c'est... Est-ce que ça faisait peur avant de commencer le traitement? Est-ce qu'on pense à ça? Qu'on est loin du Canada, qu'ici au Canada, ils n'utilisent pas ces traitements-là, que, bon, c'est ça, tu es loin de tout, puis que là, ça se met en plus à aller mal. Est-ce qu'on y pense avant ou on y pense une fois rendu? non, j'ai jamais eu peur, OK. sincèrement. On m'avait expliqué c'était quoi des cellules souches, et je voyais pas en quoi ça pouvait être, juste pas le contraire de bénéfique, là, comme nuisible. OK. Donc, j'ai jamais vraiment eu peur. J'ai été tannée d'être là-bas, par contre. OK. À l'hôpital, ils nous empêchaient de sortir 6 jours par semaine. Oh! Ouais. Si on fait un calcul rapide, il y a une journée que vous avez le droit de sortir. C'était le dimanche. OK. Donc, il n'y avait pas de traitement le dimanche. Non. Puis vous étiez libre comme de sortir. Libre, c'est un grand mot, mais oui. OK. Parce que sinon, vous habitiez à l'hôpital? Oui, OK. à une des étages, qui était l'étage international. J'étais en dehors de la capitale, j'étais sur une base militaire. OK. Puis pour aller à cet étage-là, nos empreintes digitales étaient enregistrées, puis on devait passer des portes. Oh là là, OK. Je pourrais quasiment dire des portes blindées, mais je pourrais pas l'affirmer. Bon, en tout cas, c'était une grande sécurité. Oh oui. Mhm. C'est ça, c'est l'étage que toutes les personnes qui suivaient le traitement vivaient là. OK, vous étiez plusieurs? Oui, j'ai croisé quelques personnes, du moins qui venaient d'Argentine, il me semble. Mais sinon, je pourrais pas dire plus parce que comme je suis tombée malade, Oui, c'est ça, là, parce que là, ça l'a compliqué un peu je suis un pas peu sortie de la l'affaire, chambre, là. Non, c'est ça. OK. Et là, bon, tu disais, la première injection, il y avait déjà eu des symptômes. La deuxième, là, ça allait plus du tout. La première dans le bras, ça s'est bien passé. Ouais, C'est ok. rendu dans la colonne. Dans la colonne, vertébrale. oui. Là, j'ai les symptômes. OK. Et là, après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça... Ben- Est-ce que eux savaient quoi faire? Est-ce qu'ils savaient comment réagir pour... Ça fait quasiment peur, mais c'est ma mère qui leur a dit quoi faire. Pas vrai? Oui. Ils comprenaient pas pourquoi je réagissais aussi mauvais à leur traitement. Ils ont suggéré de faire l'injection dans l'œil. D'accord. Ma mère a comme pas voulu, puis ma mère elle a une tête de cochon. Puis elle est très déterminée, puis elle dit tu vas pas commencer à y rentrer des aiguilles dans les yeux, c'est pas vrai. Pourquoi tu retournes pas au bras tout simplement? T'as bien vu que ça marchait? Fait qu'ils l'ont fait dans le bras, et après l'avoir refait dans le bras, ils sont retournés à la colonne vertébrale, et curieusement, là, j'ai pas eu de symptômes. OK. Ça s'est comme arrangé par après. Ouais. Mais quand même, ça doit être quand même un peu inquiétant. Ben, plus pour eux, là. OK. Parce que moi, je dormais. Mais avec le recul... Ben, j'avoue, c'était pas une très belle expérience. OK. Avoir peur, non, mais c'était juste pas agréable, là, des gros mal de tête, puis plus capable de manger. Ça que résultat, avant la fin, vous étiez tannés tous les deux d'être là. Ben, moi, en plus, que je pouvais pas vraiment me lever, j'étais tout le temps malade. Déjà là, c'est pas le fun.
Les 2 premières semaines, ma soeur et ma tante nous ont accompagnés. OK. Initialement, pour faire du tourisme. D'accord. Mais ils n'ont pas pu vraiment en faire à gauche. Je suis tombée malade et que l'hôpital nous Ouais. empêchait de sortir. Mhm. Et en plus, sur la base militaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça que ça a été plate un peu pour... Le tourisme est un tout le petit monde, peu ouais. tombé à l'eau. Mhm. Mais ils ont réussi à avoir quelques trucs. Moi-même, quand on a pris la fuite de l'hôpital, on est allé... Mais là, tu dis la fuite, mais il vous attachait pas là, non, quand même. Là. mais il n'était pas d'accord, Il aurait pareil. préféré que vous restiez, mais vous étiez quand même libre de vous en aller, là. Libre, oui, mais il était vraiment pas content, là. OK. C'est que là, vous avez décidé de quitter quand même, 2 jours plus tôt. 2 jours plus tôt. Et on est allé visiter la muraille de Chine. OK. Et on est allé dans un hôtel dans la capitale. Au même moment que le Nouvel An chinois, mais malheureusement, on n'a rien vu. Et là, tu me disais aussi que pendant que vous étiez là-bas, tu as su, dans le fond, par rapport à ton problème de vision, qu'est-ce qui se passait exactement, là. Oui, ça s'est pas très bien passé en Chine, mais au moins on pourra dire que ça nous a apporté cela. C'est à ce moment-là qu'on a enfin compris pourquoi j'avais perdu de la vue. L'hôpital de Montréal nous a enfin dit la vérité. C'est venu à cause d'un problème d'interprétation avec les médecins chinois. Chaque personne suivit un test complet en arrivant et ils ont capoté en voyant mon taux de cholestérol. Ils disaient c'est pas normal, mais maman leur disait oui c'est normal, ben pas normal on s'entend là, mais dans mon cas c'est normal. Et finalement les médecins chinois ont parlé avec les médecins ici du Canada et ils ont finalement appelé ma mère pour lui expliquer non ça sert à rien le traitement, c'est à cause de son foie qu'il ne voit pas. Ben que je vois pas dans mon cas là. Mhm. Mais vous étiez rendu là-bas et là, vous vous êtes fait dire, dans le fond, que c'était inutile. Oui, puis ils nous ont carrément demandé revenez à Montréal. Il dit, on est rendu. On a décidé quand même de poursuivre. Et Vous étiez rendu et ça avait coûté, on peut le dire, 40 000 $. oui, on n'a pas déboursé de notre poche, De bien votre évidemment. poche, mais il fallait quand même le payer. C'est ça. Et vous étiez là. On avait fait des levées de fonds. On a même eu un don d'une personne de la région de ma mère qui est née. Une personne nous a donné 8 000 $. Il nous avait Oh. demandé combien il nous manquait d'argent, puis il a fait un chèque Pour combler ce qui manquait. qui manquait, ouais. OK. C'est que c'est sûr qu'une fois rendu là-bas, puis avant même d'y aller, on le sait qu'il y a des chances quand même que ça fonctionne pas. Oui, on avait beaucoup d'espoir parce qu'une personne aux États-Unis avait été à la même place. Et alors, je vous parle, conduit sa propre voiture, puis il est né totalement aveugle. OK. C'est que dans le fond, vous aviez comme un cas concret qui avait fonctionné et vous, quand même, vous vous basiez là-dessus. C'est ça. Mais quand même, on se dit qu'on laissait, puis... C'est sûr qu'on savait que ça ne pouvait pas fonctionner. La science n'est pas parfaite, là. C'est pas parce que tu le sais, ça marche à tous les coups, là. Il n'existe pas de miracle, là. Mais on s'est dit, ça a déjà été prouvé que ça fonctionnait. Autant l'essayer. Puis tu voulais pas non plus avoir le regret de ne pas l'essayer. Non, ça c'est ce qu'il y a de pire, se poser tout le temps la question, et si on l'avait fait, et si? Fait que ça nous a coûté 40 000 $ pour pas se dire et si. Mais à 23 ans presque, tu as compris que tu n'aimais pas avoir des regrets. Non, c'est ce qu'il y a de pire. C'est un beau témoignage quand même si c'est pas complètement positif. Mais est-ce que les traitements t'ont donné un peu de... Oui, relativement quand même. OK. Quand je suis arrivée, ils ont fait des tests et je voyais d'une distance de 3 cm. Quand je suis partie, je voyais à 30 cm de distance. Et là, quand même. Il y a quand même eu des résultats. Et une fois en Chine, je pense que c'était en Chine, j'ai vu le ciel. Pour la première fois en Chine. Depuis les 7 ouais. ans, là, Mhm. j'ai vu la couleur grise dans le ciel. Ce qui ça faisait très longtemps. Et quand nous sommes arrivés à Montréal dans l'avion, j'ai remarqué les lumières de la ville par le hublot.
ce que j'avais jamais vu par un hublot. Fait que sinon, j'ai pas retrouvé la vue, mais il y a certains détails qui sont revenus. Et ces détails-là, c'est marqué C'est marquant. à jamais, là. Ah oui, le ciel surtout, là. Le ciel. Le ciel Je de... me suis arrêtée et j'ai fait, maman, je vois le ciel. C'est pas anodin, là. Non, vraiment pas. Sur ces mots, Maxime, bon, tu disais tantôt que tu sais pas encore vraiment ce que tu veux faire dans la vie, comme travail, on s'entend. Mais est-ce que on peut dire quand même que tu te tiens occupé, est-ce que c'est rare que tu t'ennuies? Comment tu fais pour ne pas t'ennuyer? Ben moi, personnellement, j'adore lire. Je lis beaucoup de romans, mais en plus de ça, j'essaie de m'arranger pour économiser de l'argent pour faire des voyages. Pour moi, il n'y a rien de plus merveilleux de voyager. Cuba, la France, que j'ai vu, la Chine. C'est vrai, tu es allé à Cuba aussi, puis tu me disais qu'il y avait une anecdote que Oh, tu voulais Seigneur. raconter. On était en train de passer à côté, là. Oui, de là aussi, de l'indépendance, ça peut être nuisible. C'est en janvier 2015, fait que c'est relativement Ben récent. oui, quand même. Mhm. Je suis partie à Cuba avec mon père et sa nouvelle compagne. D'accord. Il devait rester 2 semaines, mais moi, une. OK. La première semaine, nous autres, ils restaient après, mais je devais revenir justement pour le cégep, OK. pour récupérer mon horaire puis apprendre les locaux. OK. Mon père s'était assuré auprès de my God, Air Canada ou Air Transat, je m'en souviens plus, La un des compagnie aérienne, oui. deux, que j'aurais un accompagnement. Oui, les compagnies offrent ça. Et normalement, ça se passe très bien. Dans mon cas, il y a eu un léger pépin. En revenant de l'hôtel, j'ai été accompagnée dans l'autobus qui a quitté l'hôtel jusqu'à l'aéroport, déposer mes bagages, passer les douanes, puis me rendre dans la salle d'attente pour l'embarquement. Je suis arrivée aux alentours de 9h, 9h15 environ, et le vol décollait vers 11h, je pense. Ouais, à peu près ça. Normalement, il y aurait eu une personne qui aurait dû me rejoindre, mais il n'y a personne qui est venue. Oh non. Je parle pas français, je parle pas espagnol, je parle pas anglais et je suis aveugle. Je suis dans une salle d'attente et il n'y a personne. C'est finalement des Québécois qui m'ont aidé à embarquer dans l'avion à 2 minutes du décollage. Oh, tabarouette. Oui, là je le dis aujourd'hui, je le dis en riant, mais j'ai vraiment failli paniquer. C'est une des fois que tu as eu le plus peur, entre guillemets. Oui. J'étais sur le point d'appeler ma mère à Montréal. Je m'en fous de payer du longue distance. Qu'est-ce que je fais? J'avais pas le numéro de l'hôtel et je me voyais pas non plus me lever et commencer à gueuler en plein milieu. Quoique, pour pas manquer son avion, ça aurait peut-être été vraiment comme Peut-être. le moyen de dernier recours. Mais en même temps, la personne qui serait venue me voir, peut-être n'aurait pas parlé français. Bref, une chance qu'il y a du monde qui était à côté de moi qui m'ont aidé à embarquer. Des Québécois, de surcroît. Oui. Ben, c'était normal, c'était des Québécois. L'avion allait directement à Montréal. Oui. Mais le plus important, c'est qu'ils ont parlé français. Ils m'ont aidé à embarquer. Et ton retour a été sauvé. Oui, et j'ai eu un excellent service en arrivant à l'aéroport ici. Je sais pas pourquoi. Écoute, Maxime, ça a été une belle entrevue. Je suis vraiment content que tu aies accepté. Et puis, moi, je te souhaite le meilleur, hein, parce que, bon, tu es encore jeune, puis tout l'avenir est devant toi. Donc, un gros merci. Ça fait plaisir. Et puis nous, on se revoit, je sais pas comment le dire. En tout cas, une prochaine émission, tous les vendredis sur Facebook, YouTube, différentes plateformes. On s'en vient facile à trouver quand même. Puis je vous invite à écouter l'émission, puis nous faire des commentaires. Et puis on va en tenir compte. Et c'est avec les personnes non-voyantes et les proches, les personnes qui travaillent avec les non-voyants qu'on réalise cette émission. Donc, je vous remercie beaucoup à tous. Merci encore à Maxime, puis à la semaine prochaine.